à tous, je m'appelle Bill Robert et je suis spécialiste en solutions de cybersécurité chez Bell Canada. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire fascinante, absolument fascinante, et ce sous beaucoup d'aspects, mais j'en citerai deux, principalement. La première raison pour laquelle cette affaire est fascinante, c'est qu'on est en face d'une sophistication sans commune mesure dans cette attaque. Vous allez voir, je vous donne le nom barbare tout de suite, c'est la CVE 2024-3094, mais on est en face d'une sophistication absolument incroyable, donc c'est quand même assez jouissif à lire, avouons-le. La deuxième raison, c'est que ça met en lumière la partie humaine d'une des franges de l'informatique moderne qui est absolument consubstantielle à cette dernière, c'est le logiciel open source. Et vous allez voir qu'en fait, ce qu'on a compromis ici, c'est finalement la confiance qui est le ciment de base du logiciel open source. On rentre dans les détails tout de suite. Cette vidéo risque d'être un peu longue, enfin j'espère pas dépasser 10 minutes, mais tenez-vous là parce que vous allez voir, c'est franchement super intéressant. Alors, première chose, je vais vous sortir quelques pages. Donc, on parle donc d'une vulnérabilité qui a été découverte il y a quelques jours, la CVE 2024-3094, en fait qui correspond à l'attaque sur un utilitaire qui est attaché finalement au kernel, le noyau de Linux, et qui s'appelle XZ. C'est un utilitaire de compression, performant, et qui sert notamment à compresser certaines parties de ce kernel, d'où son utilité et pourquoi il est là. Alors, ce logiciel a été compromis. En fait, il y a un contributeur qui a mis du code malicieux, et en fait ce code c'était une backdoor, donc c'était une porte arrière, comme son nom l'indique. Ça permet finalement de prendre le contrôle du terminal sur lequel le système d'exploitation est installé. Alors on va faire un petit pas en arrière avant de rentrer dans le détail, parce que je pense m'adresser aussi parmi vous à des gens qui ne sont pas en informatique. Linux d'abord, vous savez, donc c'est un système d'exploitation extrêmement populaire. C'est au même titre que Windows, voilà, mais c'est un système extrêmement populaire et utilisé beaucoup dans des serveurs. C'est même le système d'exploitation le plus populaire pour des serveurs, mais aussi pour des ordinateurs personnels, concrètement. Je fais cette vidéo là présentement sur une version de Linux. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la spécificité de Linux, c'est que c'est open source. Ce que ça signifie derrière, c'est qu'il y a des gens qui vont écrire le code du logiciel, qui vont le maintenir, qui vont le patcher, qui vont le délivrer, qui vont le revoir. Et ça, ils vont faire ça de manière permanente, continue, sur maintenant des décennies. Et ces gens-là le font gratuitement. Alors la plupart, il y a quelques variantes, mais ils le font gratuitement pour diverses raisons, mais dirons-nous la passion. Et c'est pas des deux de pique, les gens qui font ça. C'est parmi les meilleurs informaticiens du monde, concrètement, qui consacrent comme ça leur temps personnel à développer des petits bouts, des tout petits bouts de Linux. Et c'est ce logiciel-là qui, après, découpé, refactoré de multiples versions, est utilisé partout dans le monde et supporte des applications super critiques pour énormément d'organisations, énormément de personnes. Alors ça, c'est la base du open source. Alors pour pouvoir arriver à créer ça, gratuitement, sur la contribution du temps libre, il y a toute une organisation. Alors il n'y a pas une organisation vraiment centralisée, il y a quelques éléments de centralisation, mais concrètement, en fait, ils se mettent d'accord sur des forums. Il y a des gens qui sont en charge de certaines parties du code, qui vont revoir le code, qui sont en charge de le maintenir, qui sont officiellement les gens qui maintiennent ce code, et qui vont ensuite accepter ou non qu'il sorte. Et ça, on les compte, c'est quelques centaines de personnes finalement, et il y a une forme de cooptation, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui sortent de ce cercle, qui meurent, qui arrêtent, et puis il y a des gens qui rentrent. Et donc à un moment, ils sont cooptés, et donc tout ça se fait sur une base de confiance. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre eux se sont jamais rencontrés dans la vraie vie. C'est des gens qui contribuent comme ça sur des forums et qui voient simplement le travail des autres et qui l'évaluent. C'est quand même assez fascinant. Mais c'est ça qui a été attaqué ici. Parce que l'attaque en question, pourquoi on s'est retrouvé avec ce code malicieux? On parle de supply chain attack en cybersécurité, donc attaque de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire on vient contaminer une partie du code d'un logiciel et ensuite, du coup, ça contamine tous les logiciels dans lesquels ce truc-là est présent. Les plus grosses attaques des 3-4 dernières années ont été comme ça. Et donc, là, en l'occurrence, ce qui est fascinant, et vous lirez la timeline, c'est qu'on est vraiment sur un problème de social engineering, d'ingénierie sociale, mais on est là au cœur de l'humain. Donc, en l'occurrence, XZ, ce logiciel, il a été développé par un monsieur qui s'appelle Laci Carlin. Donc, il fait ça pendant, donc vous voyez bien, 15 ans. Et en 2021, alors il y a bien des gens qui ont contribué ici ou là au cours du projet, mais en 2021, il y a un gars qui arrive qui s'appelle Diatan.
Donc vous noterez un nom avec probablement une consonance chinoise. Mais attention, on ne va pas tout de suite sauter de conclusion. Ça ne veut pas dire que l'attaquant en question est chinois. Mais bon, Diatan arrive, et donc c'est un contributeur au départ. Il envoie du code, il revoit, il patch des choses, il les envoie à Lassie Carlin, et puis il fait du bon travail. C'est tout à fait honnête, tout à fait correct. Et puis progressivement, en fait, il en fait un petit peu plus. Et aussi, en parallèle de Diatan, il y a d'autres personnes qui sont là et qui commencent à dire à Lassie Carlin, notamment ce Jigar Kumar, vous lirez les échanges, c'est merveilleux. Parce qu'en gros, ils lui mettent la pression. Ils mettent la pression à Lassie Carlin pour dire ça met beaucoup trop de temps à sortir la nouvelle version de l'outil, c'est limite un manque de respect à la communauté, et progressivement, ils commencent à lui mettre la pression, ils envoient, et des fois c'est complètement détourné, mais il y a plusieurs pseudos ou plusieurs personnes qui vont lui envoyer des hey, en fait ça sort quand la prochaine version de Exy c'est là dans 6 mois. Oh non on l'attend plus, bref ils lui mettent la pression et ça pendant des mois et donc Lassie Carlin dit écoutez je fais ce que je peux, il y a des raisons personnelles non mais bref Diatan merci de sa contribution, c'est d'ailleurs c'est le co-contributeur du logiciel aujourd'hui, mais je verrai si je lui donne un petit peu plus de place dans le futur. Et là, en fait, les gars commencent à le forcer en disant ouais, si t'es pas capable de t'en occuper, tu devrais le passer à Diatan ou quelqu'un d'autre, mais il va falloir que ça avance ce truc-là. Et donc, à un moment, Lassie Carlin craque et laisse, on va dire, les manettes, alors une partie des manettes, à Diatan. Mais maintenant, Diatan est en mesure de pousser du code, de le revoir. Enfin, c'est lui qui autorise ou non certains morceaux du code de l'utilitaire. Et donc ça continue comme ça. Et là, vous imaginez bien, à ce stade, Diatan continue à produire du code tout à fait correct, à faire des revues tout à fait normales, à patcher des choses, ça va. Jusqu'à un certain moment, alors ça continue comme ça, on voit quelques éléments qui laissent entendre qu'à un moment, ça pourrait donner lieu à une attaque. C'est incroyable. Mais en fin 2022, donc il commence à maintenir le code, et l'attaque commence réellement, là, récemment, en février 2024. Et là, en fait, là, il y a du code malicieux qui est poussé, qui contient un backdoor. Alors, vous me direz, bon, ok, février 2024, ça fait pas longtemps, heureusement, bah oui, on l'a découvert assez vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un informaticien, un ingénieur de chez Microsoft qui s'appelle Andres Freud, qui a à un moment utilisé la release, a testé des choses, et s'est dit, tiens, c'est bizarre, c'est un peu lent lorsque on se connecte en SSH sur l'outil. Bon, je vous passe les détails, SSH c'est juste un protocole de communication, c'est un protocole extrêmement important dans cette histoire, mais bref, ils se rendent compte qu'il y a un ralentissement, donc je sais pas comment il l'a vu, mais bref, ça lui a mis la puce à l'oreille, et là, ils ont commencé à dérouler la pelote. Et à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait du code malicieux et qu'il fallait absolument bloquer toutes les releases. Donc ce code-là est sorti, mais sur des versions qui sont un peu préliminaires. Donc finalement, ça n'a pas eu le temps de contaminer tout le monde, mais vous voyez, le mal était déjà un peu fait. On a 9 minutes, alors je vais accélérer. Ça, c'est pour la timeline. Maintenant, la question, c'est l'attribution. À qui attribuer cette attaque? Et je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, le nom Diatan, ça sonne chinois. Ça pourrait être des Chinois. Ouais, mais évidemment, si vous êtes des hackers aussi sophistiqués, vous avez probablement mis ce nom-là justement pour laisser sous-entendre que c'est les Chinois, alors que vous êtes quelque chose d'autre. Bon, d'abord, il n'y a pas trop de doute, vu la complexité de l'attaque, le temps, etc., on n'est pas sur des hobbyistes, hein, on est sur des attaquants étatiques. En cybersécurité, on appelle ça des APT. Et là, il y a quelques pays qui sont très forts en matière d'APT, la Chine naturellement, mais aussi la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. C'est à peu près ça, l'axe du mal. Hein. Et donc, bon, c'est dans ces pays-là. Maintenant, comment on fait pour pouvoir déterminer ça? Alors, c'est une technique qui est fréquemment utilisée par les chercheurs là-dessus, c'est qu'on va commencer à regarder les contributions, les heures des contributions, c'est quoi les fuseaux horaires, est-ce que ça correspond à un schéma de vacances qu'on retrouve en Chine ou... Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, on a essayé de montrer que c'était en Chine au départ, mais qu'assez rapidement, on s'est retrouvé sur des horaires qui correspondaient plus aux fuseaux horaires Moyen-Orient, Europe. Alors, qu'est-ce qui peut se trouver en Europe ou à côté et qui fait beaucoup d'attaques comme ça de chaînes d'approvisionnement? La Russie, évidemment. Donc, c'est très probablement russe.
C'est très probablement russe parce que en fait, il y a un APT très très connu provenant de Russie, c'est l'APT 29. C'est eux qu'on a vu derrière l'attaque de SolarWind. C'est eux qu'on a vu derrière l'attaque récente sur Microsoft où il y a des comptes de courriels d'exécutifs de Microsoft qui ont été compromis. Et ce groupe-là, eh ben, il est financé, contrôlé par le SVR. Le SVR étant l'équivalent de la NSA en Russie. Donc c'est des gens super sophistiqués. C'est parmi les meilleurs hackers de la planète et ils ont les moyens, ils ont le temps, ils ont l'expertise pour pouvoir construire ce genre de schéma. Donc c'est peut-être eux, on n'est pas certain, mais il y a un certain nombre il y a un faisceau d'indices qui pointent vers eux. Dernier point important pour finaliser cette vidéo, et pardon encore, ça prend du temps, mais ce qui est intéressant là-dedans, je vous disais, c'est finalement comment la chaîne d'approvisionnement a été compromise, la faille de l'open source. L'open source, c'est un système de primus inter pares. C'est pas démocratique. Hein. C'est le premier entre ses pairs. Il y a une petite minorité de gens super intelligents, super investis dans le projet et qui vont maintenir ça et qui forment un peu l'organe central. Et qui est à dimension variable, mais c'est ces contributeurs-là qui sont en haut de la pyramide. C'est un peu comme Wikipédia d'ailleurs. C'est le même principe. Et ce qui est intéressant, et je vous mettrai le lien également, c'est que ces gens-là discutent entre eux et puis proposent des solutions ou s'engueulent, hein, littéralement, pour dire attends, c'est pas normal que ça se passe comme ça, et voilà quelques solutions. Mais vous allez voir, là on est sur la réflexion sur la gouvernance en fait d'un projet pareil. C'est un projet fondamental. Le monde tourne sur Linux. Donc la gouvernance de Linux, la gouvernance de la publication du code, elle est critique et il est important de l'étudier. À lire, vraiment, moi j'ai été passionné par cette histoire et j'ai pas d'avis sur le sujet, donc si vous en avez un, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, moi je serais très, très intéressé à en discuter. Et donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de l'écroulement du NVIDIA. Vous savez, c'est la base de données des vulnérabilités qui est maintenue par ça. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, c'est pas grave, vous allez comprendre la semaine prochaine. Et puis d'ici là, écoutez, bonne semaine, à bientôt.